Martina Rousseau, merci à la directrice des partenariats de la Commission européenne pour cette keynote sur le futur des relations entre l'Europe et l'Afrique à travers le renforcement du partenariat sur la science, l'innovation. Et ce partenariat, il a pris une forme très concrète. Cette forme très concrète, c'était en 2019 avec le lancement du programme Africa-Europe Innovation Partnership. Ce programme d'accompagnement, de renforcement de partenariat bilatéral entre les incubateurs européens et africains, il arrive aujourd'hui à sa deuxième année avec des résultats concrets. Ces résultats, ce sont des centaines et des centaines de partenariats, de MOU qui ont été signés entre des incubateurs européens et africains, plutôt des dizaines, mais des centaines d'incubateurs qui ont participé aux nombreuses occasions de networking qui ont démarré à Nairobi en 2019 avec un premier kick-off meeting qui a réuni plus d'une vingtaine d'incubateurs européens de République tchèque, de Pologne, de France, d'Allemagne, du Luxembourg et des incubateurs africains de Mozambique, du Burkina Faso, du Sénégal, de République démocratique du Congo. Et à partir de ce kick-off, plusieurs dizaines de rencontres se sont poursuivies, notamment en 2019 avec Emerging Valley en décembre, et de manière virtuelle, parce que la Covid n'a pas arrêté ces partenariats de se forger, de s'établir, avec notamment plusieurs séries de rencontres digitales avec l'Africa Europe Innovation Partnership. Et ces partenariats, aujourd'hui, ils existent et nous avons la chance d'en avoir ici sur ce plateau qui vont témoigner de comment, entre l'Europe et l'Afrique, cette résilience, cet accompagnement des entrepreneurs a pu s'incarner, a pu même être renforcé et mieux protégé par justement cette alliance digitale à travers ces partenariats et grâce à l'EIP. Et nous avons la chance, pour en parler, d'accueillir Catherine Delevoye, qui est la directrice du Technoport Luxembourg. Bonjour Catherine. Nous avons également la chance d'avoir Souleiman Konkobo, qui est le fondateur de Burkina Business Incubator. Nous avons également la chance d'accueillir Laurence Olivier, qui n'est pas présentée ici à Marseille, qui est la présidente de Marseille Innovation, qui est très active sur le terrain. Bonjour Laurence. Nous accueillons également Anil Benardende, et je le remercie parce qu'il est ici avec nous en plateau en présentiel, qui est le directeur général adjoint de Kedge Business School, la grande école de commerce ici à Marseille. Merci beaucoup Anil d'être avec nous. Nous avons également Nina Komo-Yanoussis, qui est senior expert de la Commission européenne et qui est justement en charge du suivi de ce projet AEIP, qui pourra à la fin nous tracer quelques perspectives et nous en parler plus en détail. Et enfin, nous avons la chance d'accueillir Tariq Hilali, qui est Head of Startup Business and Partnership au Technopark de Casablanca. Et là, la question du partenariat prend tout son sens parce que justement, le Technopark de Casablanca et l'incubateur Marseille Innovation ont établi un partenariat de soft landing, de rapprochement, d'entraide très fort. Et ces deux acteurs pourront nous expliquer comment les partenariats entre incubateurs sont très importants, notamment pour renforcer la résilience de leurs écosystèmes respectifs. Merci à tous d'être là. Et je vais d'abord commencer par poser tout simplement la première question à Catherine. Catherine Delevoye, donc depuis le Luxembourg, vous avez eu cette volonté, cette envie de nouer des partenariats forts avec des incubateurs africains. Et vous avez notamment fait un partenariat grâce à l'EIP avec le Burkina Business Incubator. Mais avant que vous décriviez tous les deux le détail de votre partenariat, est-ce que Catherine, tu peux nous dire un peu plus en quelques mots sur l'activité du Technoport du Luxembourg et pourquoi vous avez fait ce choix stratégique de mettre le cap sur l'Afrique ? Catherine, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Voilà. Est-ce que vous pouvez en quelques mots décrire vos activités et pourquoi vous avez fait ce choix de vous tourner vers l'Afrique et de nouer des partenariats avec des incubateurs africains ? Oui, bien sûr. En fait, je travaille moi-même dans un incubateur qui est basé au Luxembourg. Donc, nous accompagnons des startups aussi bien technologiques que des entreprises sociales, et ce, dans divers secteurs qui vont de la santé au spatial, en passant par l'éthique ou les technologies industrielles et la clean tech. Et pour nous, c'était tout à fait naturel de nouer des partenariats à l'international, d'une part parce que nous sommes dans un petit pays, donc nous avons besoin d'élargir notre écosystème, mais aussi parce qu'on accompagne les entreprises de l'idée jusqu'à vraiment la croissance internationale.
Donc il est très rare qu'elles quittent l'incubateur sans être présentes sur plusieurs continents. Et l'Afrique représente pour eux des marchés importants sur lesquels ils peuvent travailler avec des entreprises locales, ce qui fait que c'est très important pour nous d'avoir également des liens avec d'autres incubateurs sur place. Alors effectivement, c'est vrai que le Luxembourg est un pays membre de l'Union européenne qui n'est pas forcément très identifié sur le continent africain. Est-ce que donc vous avez signé un partenariat, et on va rentrer dans le détail de ce partenariat avec Souleymane Konkobo, donc, qui dirige l'incubateur Burkina Business Incubateur à Ouagadougou. Comment vous avez, et ensuite je donnerai la parole à Souleymane, pourquoi et comment vous avez choisi cet incubateur et pourquoi vous avez choisi le Burkina Faso? En fait, on est membre d'un réseau qui est le Africa Europe Innovation Partnership, dans le cadre duquel nous avons des collaborations avec plusieurs incubateurs africains. Mais dans le cas particulier de BBI, il se trouve que la collaboration était très facile parce qu'on a un peu le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que Souleymane est quelqu'un de très pragmatique. On est vraiment parti des besoins de terrain, on est vraiment parti des possibilités. Et on a construit à partir de ça tout un projet qu'on a également pu faire financer par le ministère de la collaboration au Luxembourg avec les pays africains, le Burkina Faso faisant partie de leurs pays cibles en termes de collaboration. Alors, sur cette collaboration, donc vous êtes rapproché, vous avez rencontré Souleymane Konkobo. Souleymane, est-ce que vous pouvez rapidement présenter les activités de Burkina Business Incubator? Oui, bonjour. Burkina Business Incubator, ce qu'on fait principalement, c'est de l'incubation, comme le nom le dit, au Burkina Faso. Donc, de façon générale, on procède par des appels à projets. Et donc, c'est généralement des jeunes et des femmes, des étudiants qui déposent leur dossier. Et on procède donc par sélection jusqu'à ce qu'on retienne. De façon générale, on a des projets qui viennent des secteurs de l'agriculture et puis de l'agro-industrie. Bien sûr, aujourd'hui, on a tout ce qui est électronique, tout ce qui est plateforme. Et donc, ça, c'est vraiment le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est qu'on accompagne à travers les ONG et puis les institutions. Par exemple, là, on vient d'avoir quelque chose avec les Nations Unies, UNCDF. Et donc, c'est pour accompagner, par exemple, les 20 entrepreneurs dans le secteur de l'énergie. Donc, on fait également avec Terre des Hommes Italie. Donc, c'est vraiment les modèles qu'on essaie d'implémenter ici. Donc, nous-mêmes, on fait des appels à projets. On sélectionne, on accompagne sur 12 mois. Accompagner, c'est un peu comme vous dites, former, valider l'idée, faire les business plans, faire le business model et puis connecter aux finances. Et l'autre, c'est vraiment des projets qui nous viennent des partenaires qu'on accompagne selon un programme qui est défini au préalable. Alors, aujourd'hui, vous êtes partenaire et membre du réseau Africa Europe Innovation Partnership. Comment vous avez découvert ce réseau? Alors, je crois que j'ai découvert ce réseau parce que j'étais allé en Éthiopie, parce que je suis membre de AfriLabs, qui est vraiment la fêtière des incubateurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un du réseau. Et puis, bon, on a gardé la relation. Et puis après, on a été intégré. On devait participer à un événement à Abidjan. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu Covid. Et c'est comme ça que Burkina Business Incubator a pu intégrer le réseau et depuis bientôt 2 ans. Alors aujourd'hui, en quoi consiste ce partenariat concrètement et tu peux prendre la parole aussi, Catherine. Qu'est-ce que sur quel dossier, sur quel sujet précis vous travaillez ensemble, sur quelle collaboration précise vous avez décidé d'aller. Alors, qu'est-ce que vous avez identifié comme niche, comme axe de collaboration et concrètement, comment est-ce que vous vous accordez pour avancer ensemble? Et ensuite, ça m'intéressera de savoir comment est-ce que vous travaillez avec le contexte du Covid. Alors, peut-être je continue avec Technoport. Je prends le partenariat avec Technoport qui s'est fait grâce au réseau AEP et qui est très intéressant parce qu'on a identifié au départ vraiment des terrains communs de collaboration. Et je crois qu'on est allé principalement sur la participation aux appels à projets, aux appels d'offres. Et ensemble, on a eu un projet de Terre des Hommes Italie. Mais au-delà donc de ce projet avec Terre des Hommes Italie qu'on est en train de mettre en œuvre au profit des entrepreneurs du domaine de l'art et de la culture, on a des collaborations sur un projet au Luxembourg
pour accompagner l'entrepreneuriat innovant au Burkina Faso, mais aussi pour permettre que des entreprises de Luxembourg puissent intégrer le marché africain à travers le Burkina Faso, à travers, bien sûr, Burkina Business Incubator. Donc, c'est vraiment fondamental, c'est très intéressant. C'est une grosse opportunité qui nous offre cette plateforme-là de vraiment pouvoir faire plus d'impact. Euh, euh, je vous passe la parole, Catherine, aujourd'hui, grâce à ce partenariat. Qu'est-ce que vous avez appris d'ailleurs? Peut-être que vous êtes aussi en train d'échanger des bonnes pratiques, notamment dans le contexte du Covid. Et aussi, comment est-ce que vous travaillez malgré ce contexte de pandémie? J'imagine que le digital vous aide beaucoup, mais est-ce que ça vous a aussi poussé à travailler autrement? Oui, on a été forcé évidemment d'adapter un peu nos pratiques et notre programme, parce qu'au départ, le projet prévoyait quand même que les entreprises luxembourgeoises puissent aller sur place au Burkina Faso, parce que ça nous paraissait important aussi pour que les gens collaborent de façon pérenne, qu'ils puissent vraiment se rencontrer et se mettre autour d'une table pour discuter de ce qu'ils allaient faire. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on pouvait faire basculer toute la phase préparatoire aussi en digital. Donc on travaille beaucoup avec des discussions entre eux sur ce qu'ils pourraient faire. Soulaman fait beaucoup de prospection, d'études de marché, identifier les partenaires potentiels, etc. Donc toute cette phase-là, on a prévu de la faire pendant les mois de la pandémie, en se disant qu'entre nous, on pouvait très bien travailler à distance. Mais le projet est sur 3 ans et on espère quand même que sur les 2 prochaines années, on pourra faire les activités qui étaient prévues et qui incluent quand même du présentiel avec des workshops et des rencontres et des réunions, des événements, des formations également sur place, des Burkinabés. Donc vraiment le travail de terrain parce que l'innovation requiert quand même, je crois aussi, ce côté humain et aussi pour que les gens collaborent, que ça colle bien de ce point de vue-là. Bien sûr, et on attend tous, on espère tous ce retour au présentiel, à une vie un peu plus normale. Oui, Et je m'en doute. le digital nous aide, nous sommes la preuve vivante, hein, avec vous tous, que le digital, et vous aussi dans vos activités, le digital permet de continuer de travailler et d'avancer malgré la pandémie. Mais effectivement, le facteur humain, et Dieu sait à quel point, entre les deux rives de la Méditerranée, il compte, il est important, le facteur humain est absolument essentiel. Nous avons la chance, hein, d'avoir sur ce plateau une représentante de la Commission européenne. Je vais revenir vers vous, Nina, mais je vais tout de suite passer la parole pour faire un parallèle entre un autre partenariat qui cette fois a été noué entre un acteur du territoire ex-Marseille, qui s'appelle Marseille Innovation, avec Laurence Olivier, et un incubateur, mais qui est plutôt le plus grand pôle d'innovation marocain, qui s'appelle le Casablanca Technopark, qui ont aussi noué un partenariat d'entraide, d'accompagnement mutuel et de soft landing pour renforcer le pont, pour renforcer les connexions entre l'écosystème marseillais, provençal, métropolitain et l'écosystème marocain, notamment, c'est très important de le dire, marocain, parce que le Casablanca Technopark, en fait, il y a plusieurs technoparks. Il y a un technopark à Agadir, il y a un technopark à Tanger, il y a un technopark à Rabat, et c'est sous l'égide du Casablanca Technopark. Et c'est très important aussi de voir comment est-ce que vous collaborez ensemble. Tout de suite, ma chère Laurence, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur Marseille Innovation et comment vous voyez votre relation avec l'Afrique et vos partenariats avec le continent africain? Merci, bonjour Samir, bonjour à tous. Alors Marseille Innovation, c'est une structure qui existe depuis 25 ans sur le territoire de la métropole et nous avons 4 sites, en fait 4 pépinières innovantes et technologiques situées à Marseille. Donc nous avons à peu près environ 9000 m² d'espace dédié aux entreprises innovantes et aux startups que nous accompagnons, soutenons et donc hébergeons pendant les 4 premières années de leur vie. Voilà, donc pour nous, l'Afrique et nos liens avec l'Afrique sont plutôt historiques, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que Marseille existe, et 25 ans que nous travaillons avec le continent africain, et le lien avec les technoparcs, c'était avant tout de trouver quelque part notre structure jumelle, et notre structure jumelle existe au Maroc. Vous l'avez dit, hein, Samir, 4 sites, nous aussi, une même méthodologie, des activités similaires. Nous accompagnons dans la durée les entreprises pour leur permettre de se structurer et de trouver leur marché. Donc l'idée avec le Technopark était
de rendre réel ce pont entre Marseille et le Maroc. Et l'idée était de permettre aux entreprises marseillaises de pouvoir s'implanter peut-être de Casablanca ou sur un autre site au Maroc pour aller explorer le marché africain et permettre aux startups marocaines, depuis Marseille et grâce à Marseille Innovation, d'explorer le marché européen. Donc, l'idée en 2019, lorsqu'on se rencontre à nouveau avec la directrice générale du Technoparc, était de construire un pont, mais qui ne soit pas juste un pont virtuel, mais un véritable pont physique. Malheureusement, le Covid nous a un peu empêchés en 2020 et on espère que très rapidement puisse travailler, ce qu'on a déjà fait, sur la sélection de 5 à 6 entreprises marseillaises et de 5 à 6 entreprises marocaines qui intégreront nos hubs pour explorer les marchés. Et oui, et je rappelle aussi que dès 2019, j'en suis témoin, une première délégation de start-up marocaines sont venues à votre rencontre en décembre 2019, donc rencontrer l'écosystème marseillais grâce à vous dans le cadre de ce partenariat. Et d'ailleurs, ils ont aussi participé à Emerging Valley à cette occasion, et on salue bien entendu Lamia Eben Marlouf, qui est une grande amie d'Emerging Valley, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Et ça me permet de faire tout de suite la transition avec vous, Tariq. Aujourd'hui, Tariq Hilali, le Casablanca Technopark est un acteur majeur de l'innovation au Maroc. Comment, aujourd'hui, vous avez pu... Alors, première question, comment est-ce que vous voyez les partenariats avec les autres incubateurs? Est-ce que ça vous aide dans votre résilience? Et est-ce que vous arrivez à avancer malgré le contexte sanitaire? Et deuxièmement, comment est-ce que vous envisagez la suite avec Marseille Innovation, avec le territoire ex-Marseille-Provence? J'imagine que dès que la crise sanitaire sera terminée, les déplacements et les missions de soft landing vont pouvoir reprendre. Merci Samuel, merci beaucoup. Déjà, merci pour l'opportunité. Lamia s'excuse parce qu'on on est en plein changement aussi. Il y a un nouveau business model qui va atterrir dans pas mal de temps. On est en train de confirmer le modèle aujourd'hui avec le ministre. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, post-Covid, on a refait nos statistiques et nos calculs. Et on s'est dit, il y a trois choses qui sont super importantes à transformer au niveau du Technopark. On existe depuis 2001, on a de l'historique, 20 ans d'existence sur le monde de la technologie et de l'accompagnement de la TPE et de la start-up. Mais est-ce que réellement on a besoin de continuer en forme d'un incubateur, ou bien il faut qu'on se transforme en quelque chose d'autre? Et avec Covid, on a eu le proof of concept. Et c'est de là qu'on a démarré, je viens de rejoindre le Technopark aussi, on a démarré un nouveau modèle de créer un département start-up et innovation dédié à tout ce qui est partnership. Donc l'idée, c'est qu'on est en train de nouer de nouvelles partenariats au niveau, bien sûr, sur le continent et au niveau international, afin de mieux servir notre communauté. Et quand je dis ça, c'est servir notre communauté, je parle de accès au financement, à simplifier l'installation des structures d'accompagnement étrangères ou bien nationales au niveau de nos technoparks. Aujourd'hui, on opère aujourd'hui sur tout ce qui est technologie transfert office, c'est un modèle qu'on veut déployer surtout sur la région d'Agadir, comme on a la cité d'innovation, donc qui est en partenariat avec l'université. On aura plus de cités d'innovation très prochainement. Et bien sûr, tout ce qui est partenaire à des frères dans le secteur. Donc, c'est notamment Marseille Innovation, c'est un partenariat qui est stratégique. On veut l'activer. On va l'activer. J'espère après que cette pandémie, on arrive à dépasser cette pandémie. Il y a de nouveaux modèles aussi de partenariat dans tout ce qui est recherche scientifique qui nous passionne. Et bien sûr, avec Marseille Innovation, c'est sûr qu'on pourra en discuter encore plus très prochainement. Le deuxième volet, Samir, si tu permets, c'est aussi tout ce qui est visibilité par rapport à notre communauté. C'est-à-dire aujourd'hui, on développe une nouvelle présence sur tout ce qui est événements au niveau européen et bien sûr tout ce qui est marché américain. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de développer des partenariats avec des technoparks à travers le réseau IISP et tout ça. Donc voilà. Troisième point, c'est notre communauté, c'est qu'on se positionne vraiment sur de l'accompagnement très spécifique par région, c'est-à-dire on aura des régions où il y aura
un focus autour de tout ce qui est green tech, par exemple. Casablanca, par exemple, tout ce qui est financial services. On part sur d'autres villes où il y aura plus de modèles qui vont être assez différents. Donc, la régionalisation est très critique pour l'existence du technoparc et c'est ce qui nous a aidé à dépasser la pandémie dans certains contextes. Par exemple, à Casablanca, on s'est permis, par exemple, de fournir ou bien de garantir des discounts sur les loyers pour nos startups. Ce qui a encouragé, par exemple, beaucoup d'entreprises à rester au niveau du technoparc. On a développé avec le ministère un fonds dédié pour supporter les startups ou bien les TPE qui étaient en crise. Et ce qui nous a aidé aussi, ce qui nous a permis de garder au maximum notre communauté en sécurité par rapport à ce qui se passait post-Covid. Voilà. Merci beaucoup Tariq. Merci pour ces témoignages. Nous avons la chance d'avoir une université avec nous, la Kedge Business School, qui donc fédère et qui est une référence française, européenne et africaine. Hein. Je rappelle qu'il y a plusieurs relais de Kedge sur le continent africain. J'étais dernièrement au Sénégal et vous avez une très belle antenne à Dakar. Vous rayonnez sur le continent africain. L'avantage de votre modèle, c'est que vous réunissez donc le monde académique, le monde des corporates, le monde des startups, et vous avez un incubateur. Et cet incubateur a lancé avec l'Institut de recherche pour le développement, ça prend tout son sens parce que ce programme AEIP est sous l'auspice de la direction de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne. Vous avez lancé le programme ACE Partners pour incuber, accompagner, accélérer les chercheurs qui ont un projet entrepreneurial et le monde des startups. Et comment aujourd'hui ce programme se déploie malgré la Covid et comment il augmente la résilience des startups et des chercheurs entrepreneurs que vous accompagnez? Merci Samir, très heureux d'être là parce que le sujet est passionnant et même avant Kedge, c'est un sujet dans lequel j'étais investi de longue date. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approche de Kedge, en tant que business school, est un peu particulière. Donc bien évidemment, nous avons des incubateurs, des accélérateurs sur chacun de nos campus. Mais surtout, nous avons une identité pédagogique. Et notre identité pédagogique, elle est autour, on l'a résumé comme ça, c'est apprendre à faire, réussir en faisant. Et donc le passage à l'acte est très important dans l'apprentissage. Et donc l'entrepreneuriat prend tout son sens dans la pédagogie de Kedge. Et donc le fait d'avoir des incubateurs et des accélérateurs sur chacun de nos campus, donc 4 en France, ce n'est pas seulement une volonté de développer ce type d'activité, c'est véritablement une approche de l'entrepreneuriat particulière qui tourne, et vous l'avez dit, autour de la pédagogie, autour de l'écosystème, et donc notamment les alumni, qui sont pour certains des fondateurs de start-up à succès et reconnus et qui participent à la construction de cet écosystème, mais aussi la recherche. Et donc, la recherche en entrepreneuriat et en développement de compétences entrepreneuriales. Et donc, une fois qu'on avait finalement monté l'ensemble de cet écosystème, nous avions déjà eu une réflexion autour de la résilience de notre écosystème en France. Et donc, nous avions digitalisé l'ensemble de ce qu'on appelle notre business nursery et de nos incubateurs. Et donc, finalement, lorsque la Covid est arrivée, l'ensemble des briques étaient présentes pour être capable d'accompagner les entrepreneurs, quelle que soit leur localisation. Et finalement, ça nous a poussé aussi à renforcer la proximité avec les entrepreneurs pour leur apporter encore plus de valeur et encore plus de remise en question finalement, puisque comme je le disais, nous sommes une école, nous avons quasiment 180 enseignants-chercheurs, et donc ils ont pu travailler avec eux sur finalement comment réaliser un pivot stratégique, comment se reposer la question de ces cibles marchés dans un contexte qui est un contexte inconnu. Et donc c'est pour cela que ce partenariat avec l'IRD est important, et je pense qu'on est extrêmement complémentaires parce que finalement accompagner des chercheurs, ce n'est pas seulement les incuber, c'est aussi avoir une forme de pédagogie sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour quelqu'un qui ne l'est pas a priori, et comment je passe de ce monde de la recherche à un entrepreneur de la recherche qui va, au-delà finalement de sa recherche académique, créer de la valeur, identifier des marchés, développer ses compétences de résilience et d'agilité qui sont les compétences de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, on se déploie sur 8 pays. Première cohorte qui, je l'espère, en appellera beaucoup d'autres.
Et d'ailleurs, hein, cette première cohorte et les membres de ce projet qui est porté par Kedge et l'IRD ont tenu hier un atelier, l'atelier Sciences et chercheurs, comment travailler ensemble, qui est disponible en replay. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que toutes les sessions, l'intégralité des sessions, que ce soit les plénières, par exemple celle-ci, dès qu'elle va s'achever, ou les ateliers de la veille et de ce matin, sont automatiquement disponibles en replay. Donc vous ne loupez rien. Les pitchs et startups sont disponibles en replay. Donc n'hésitez pas à retrouver l'atelier de Kedge et de l'IRD sur ce programme ACE Partners, renforcer la résilience, notamment dans l'incubation de projets. Merci beaucoup Anil. Avant de passer la parole à la Commission européenne, je vais revenir rapidement sur le programme AEIP et à vous Catherine et également Souleymane. Aujourd'hui, vos prochaines étapes ensemble, quelles sont-elles? Est-ce que vous prévoyez à la fin de la pandémie, l'un et l'autre, j'imagine Souleymane, de venir au Luxembourg pour aller plus loin dans l'exécution de votre stratégie de partenariat? Et j'imagine dans l'autre sens aussi, Catherine? En fait, le projet AEIP, qui est un projet pilote, va bientôt se terminer. Donc, on est vraiment dans la phase de voir aussi comment on peut pérenniser les collaborations qui ont pu être établies. Nous, on a eu la chance de trouver via des appels à projets des financeurs pour nos activités. Donc, je dirais qu'on a un modèle quand même assez pérenne, au moins sur les prochaines années, puisqu'on a pu lever des fonds auprès d'ONG, comme auprès du gouvernement luxembourgeois pour faire des choses. Donc, pour nous, ça aura vraiment été un tremplin. Maintenant, l'idée, effectivement, c'est de consolider nos liens et nos collaborations, ce qui passera effectivement, mais accompagné de nos entreprises. C'est-à-dire qu'on veut vraiment mettre les entreprises aussi au cœur de l'innovation, quand il y aura des formations, quand il y aura du transfert de technologies ou de connaissances. Ça ne sera pas seulement d'incubateur à incubateur, mais ça va aussi être les entreprises qui vont aller former des entrepreneurs ou des employés de BBI et vice-versa. Souleymane, quelle est la prochaine étape de votre côté? Non, de notre côté, déjà dans le cadre de nos projets, comme on a dit, par exemple, quand je prends le cas de Terre des Hommes Italie, le projet pour les artistes, par exemple, vous avez Catherine qui est intervenue sur le pitch, comment pitcher, et c'était très intéressant. Donc, il y a un coaching qui se fait déjà à travers les réseaux. C'est-à-dire de Luxembourg, Catherine reçoit, elle fait du feedback. Et donc, on est en train de travailler sur l'ensemble de nos dossiers comme ça. Il y a aussi, quand on veut faire des appels, quand on veut participer à des appels à projets, Catherine va nous envoyer, par exemple, des ressources, des experts dans des domaines qui ont déjà travaillé en Europe. Et souvent, c'est très intéressant. Ça nous donne un avantage compétitif. Donc, on est vraiment sur ça. Mais l'autre élément qui intègre, enfin, qui est dans le projet que nous voulons mettre en place, c'est la mise en place d'un Fab Lab. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Burkina, c'est vrai que nous, on accompagne vraiment le management, les entrepreneurs, les idées, mais quelque part, on est limité par la technologie. Donc, on veut mettre en place un Fab Lab, un centre d'innovation, où les gens vont venir faire du prototypage, ils vont faire l'intelligence artificielle. On a des jeunes qui font des drones pour l'agriculture, tout ça. Donc, on est en train vraiment de travailler ensemble sur ce projet. Et bien sûr, comme le projet implique que des entreprises luxembourgeoises viennent prospecter le marché africain, c'est évident qu'au-delà même de ce réseau de l'AEP, ça va se poursuivre et avec les entreprises qui vont s'installer, qui vont trouver des partenaires au Burkina Faso, mais également dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin. Donc, je crois très bien que vraiment, c'est quelque chose qui a commencé et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et même dans le contexte de Covid, c'est vrai que chez nous, au Burkina, on a Covid, mais ce n'est pas avec la même intensité. Nous, on continue vraiment de mener nos activités avec quelques précautions. Et donc, de l'autre côté, on attend vraiment que l'Europe puisse se libérer. Et donc, tout ce qui est activité de terrain, les gens vont venir. Mais tout ce qui peut se faire actuellement sans la présence des experts ou des entreprises luxembourgeoises, nous, on est vraiment en train de travailler. Et ça, c'est vraiment par Internet, c'est par Skype. Et puis, vraiment, ça se passe très bien. Merci beaucoup, Souleymane. Bien entendu, Nina va nous décrire rapidement quel est le bilan et quelles sont les prochaines étapes de ce programme important. Mais je ne peux pas résister à poser la question à Laurence. Laurence, est-ce que vous avez envie de faire comme
Souleymane, comme Catherine, de rejoindre aussi cette dynamique AEIP. Et également vous, Tariq, est-ce que ça vous intéresserait d'être vous-même accompagné pour peut-être échanger encore plus de bonnes pratiques avec des acteurs panafricains? Pour ma part, oui, je pense que ce serait une réelle opportunité pour notre innovation de pouvoir intégrer ce programme. Et ben voilà, donc l'invitation est faite. Donc je pense que la commission va vous envoyer bientôt une invitation. Et Tariq, est-ce que ces bonnes pratiques et ces échanges de bons procédés de pair à pair entre incubateurs européens et africains, ça vous donne envie d'aller plus loin et de rejoindre ce réseau? Ah, on vous entend pas, il faut mettre le micro. Ouais. Allô? Oui. Oui. Donc je vous disais, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qu'on cherche à faire évoluer au niveau des réseaux du Technoparc, dans les deux sens. Comme je vous ai dit, on est en plein technologie, transfert modèle. On est en train d'apprendre sur les modèles existants et on est très preneur. Voilà, bien sûr. Très bien. Avant de passer la parole à Nina, j'imagine que ça intéresse beaucoup Kedge de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et peut-être que les incubateurs, c'est le meilleur niveau pour faire découvrir aux étudiants, je pense notamment à Dakar, Kedge Dakar, où les étudiants sénégalais pourraient découvrir dans ces murs qu'est-ce que c'est concrètement l'entrepreneuriat technologique, le scale-up. Est-ce que vous pourriez rejoindre ce réseau également? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr que dans notre identité pédagogique, l'entrepreneuriat est vraiment un moyen d'acquérir de nouvelles compétences. Et on a aujourd'hui dans nos incubateurs plus de 120 startups créées par nos étudiants qui sont incubées sur chacun de nos incubateurs. On a 10 à 15 startups qui sont en accélération au sein des incubateurs. Et on a eu jusqu'à 700 demandes de nos étudiants et de nos alumni pour rejoindre nos incubateurs. Donc oui sur la taille et oui sur l'accélération. Et bien évidemment, alors c'est pas Kedge Dakar, c'est BEM Dakar aujourd'hui. C'est la même famille. Mais exactement. Et on est plus que très proche, hein, puisqu'on est actionnaire de BEM Dakar. Donc on travaille en très forte proximité. Oui, il y a énormément d'activités effectivement sur le continent africain. Vous savez que, comme vous l'avez dit, BEM Dakar s'est implanté à Abidjan. Oui, tout à depuis peu. Et les réflexions autour de l'entrepreneuriat et de l'incubation sont des réflexions qui sont en cours, mais qui, je crois, répondent véritablement aux enjeux du continent. Merci beaucoup, Anil. Merci pour ce témoignage. Et je vais maintenant donner la parole à Nina. Nina, aujourd'hui, quel bilan la Commission européenne et ses partenaires et l'Union africaine tirent de ce programme Africa-Europe Innovation Partnership et la suite? Et je sais que le prochain chantier, c'est ce groupe de travail dont vous allez nous parler tout de suite. Aujourd'hui, où on en est sur ce programme AEIP et est-ce que malgré le Covid, malgré ce qu'a souligné bien entendu Souleymane et Catherine à l'absence de contact fixe, est-ce que vous allez continuer et peut-être mettre les bouchées doubles pour aller encore plus loin malgré le contexte? Oui, merci Samir. Bonjour tout le monde. En effet, la question de la pérennité du projet se pose depuis le début. Est-ce que le programme pilote avait, oui ou non, un intérêt pour aller plus loin, pour développer cette coopération? Donc toute la question était là, elle était posée dès le début de la création de ce programme pilote et auquel nous avons cru. Et je crois qu'en effet, compte tenu des invités qu'il y a aujourd'hui, j'ai déjà entendu beaucoup de louanges indirectes vis-à-vis de ce programme pilote qui a bien fonctionné et qui a permis effectivement de créer des partenariats entre des incubateurs et des startups de l'Europe et de l'Afrique. Et nous nous réjouissons vraiment beaucoup de ce résultat qui était effectivement au début, on tâtonnait un peu,
c'était vraiment un programme très nouveau dans le sens que ce n'était pas un programme classique de coopération interétatique ou interrégionale avec ses lourdeurs bureaucratiques, mais c'était un programme qui, en fait, passait directement aux acteurs de l'économie numérique et de l'innovation numérique. C'était très nouveau quand il a été adopté donc en décembre 2018. Il a commencé en septembre 2019 au Kenya et déjà il y avait à la fin de la conférence, il y avait 10 projets de coopération et maintenant nous en avons déjà 45. Peut-être y en aura-t-il encore à la fin de votre 4e conférence d'Emerging Valley. Je ne sais pas, je l'espère en tout cas. Et si nous arrivions à 50 ou 60 projets de coopération en juin 2021, donc, date de fin de ce programme pilote, ce serait vraiment un très très beau succès. Alors, je peux vous dire déjà que, parce que juste en un mot, que hier a eu lieu en parallèle un side event du sommet. Il y a eu des rencontres de networking entre les incubateurs européens et les incubateurs africains sous l'égide de l'Africa Europe Innovation Partnership. Et je peux déjà vous dire qu'il y a eu plusieurs prises de contact et manifestations d'intérêt très importantes qui pourraient déboucher sur des partenariats, notamment entre des incubateurs français et gabonais, mais aussi entre des incubateurs français et nord-africains. On suit ça et on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a eu des échanges très riches et une vraie volonté d'aller plus loin encore et qui pourrait possiblement déboucher sur des partenariats, en tout cas entre le Gabon et la France, et le Gabon et le Maroc en particulier. Il y a eu de très belles pistes de possibles partenariats. On vous tiendra informé, bien entendu. Oui, mais effectivement, donc moi je vous parle de 45 partenariats qui sont effectivement actifs, qui ont été conclus. Et j'espère que effectivement les partenariats qui se sont dessinés hier vont se concrétiser. Et je trouve que c'est magique. Et plus les partenariats montrent que ce type de programme a de l'efficacité, plus ils vont accélérer et ça va faire boule de neige. Et je pense que et l'Europe et l'Afrique vont en bénéficier à parts égales. Tout à fait. Alors, l'AIEP, c'est pas uniquement. Enfin, je sais pas combien de temps j'ai. J'ai encore 2 minutes. Oui, il vous reste 2 minutes. D'accord. Donc, l'AIEP, c'est pas uniquement les pitching sessions. Auxquelles nous attachons évidemment beaucoup d'importance puisqu'elles concrétisent l'intérêt d'avoir un grand réseau, etc. Donc, c'est construire des réseaux, mais c'est aussi mettre en perspective, former. On a créé énormément de webinars de toutes sortes, des formations sur la façon dont on pouvait accéder aux fonds européens. On a expliqué les différents programmes. Bien sûr, cette année est une année charnière puisque c'est une année où on a lancé le nouveau programme cadre de recherche qui s'appelle Horizon Europe, qui est le 9e programme cadre pour les 5 prochaines années. Et donc, là encore, il y a de nouveaux programmes. Il n'y a pas que la DG Recherche qui fait des programmes orientés vers les nouvelles technologies et l'innovation. D'autres programmes. D'ailleurs, il y a des programmes qui sont plus orientés pour l'innovation numérique européenne, mais ils ne sont pas fermés, disons, à la coopération internationale. En revanche, l'AIEP était le premier programme qui était vraiment orienté coopération. Et c'est sa nature première d'être un programme de coopération, mais aussi d'information et de formation. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est pas uniquement un réseau où les gens sont, où les différents acteurs, disons, sont laissés à leur initiative. Bien sûr, ils en ont énormément, mais il y a aussi tout comment dire, des actions de soutien à ces entreprises, de conseils quand elles le souhaitent.
Donc, en 20 mois d'activité, nous avons fait énormément de choses, nous n'avons pas chômé. Il y a eu 5 conférences qui ont été organisées et qui ont à chaque fois invité de nouveaux acteurs pour vraiment élargir les perspectives de la IEP. Et puis, donc, comme je vous disais, des webinaires d'information et de formation. Un des derniers, c'était l'entrepreneuriat au féminin. Alors, pour les formations, par exemple, un des derniers, ça a été d'expliquer aux gens ce que c'était que le Green Deal Call. Enfin, je dis aux gens, je devrais dire au réseau de la IEP. Et puis, il y a eu un certain nombre d'études qui nous ont permis également d'approfondir le marché, les secteurs qui devraient être plus aptes à coopérer entre l'Europe et l'Afrique. Donc, le réseau actuellement, il compte plus de 1000 acteurs de l'innovation, africains et européens, représentant 75 pays. Alors, c'est de la statistique, mais c'est de la statistique qui peut en dire long sur la dynamique de ce programme pilote. Alors, ce programme pilote, c'est vrai, la question, c'est sa pérennité. Alors, sa pérennité, elle peut venir de plusieurs horizons. Il pourrait y avoir une pérennité, bien sûr, privée. Et je pense que les partenariats font partie de cette pérennité privée. Mais il y aura également des programmes qui vont reprendre le flambeau, notamment un programme qui s'appelle Enrich Africa. Et bon, sur Internet, vous allez trouver tout ce qu'il faut sur ce nouveau programme qui vient de débuter cette année et qui donc va reprendre les acquis de la IEP et ne va pas partir de rien. Il va être très concret également. Il y a aussi le programme qui a commencé cette année qui s'appelle Digital Innovation Hubs. Je crois que vous avez eu une présentation hier sur ce programme. Qui n'est pas un programme de la DG Recherche et Innovation, mais de la DG Connect, peu importe, c'est toujours la Commission européenne. Et puis, il y a enfin un autre programme qui s'appelle Africa Connect, et qui va compléter ces programmes en soutenant les infrastructures numériques de l'éducation et de la recherche. Et puis, enfin, il y a l'initiative Africa Transversal ou Transversal Africa, et qui est du programme donc du programme cadre Horizon Europe, et qui permettra à son tour de financer l'innovation en Afrique dans des thèmes prioritaires comme la transition verte ou la santé publique. Donc les différents programmes ne manquent pas. Encore juste une petite minute. Okay. Compte tenu du succès de la IEP, effectivement, le dialogue politique entre l'Afrique et l'Europe a décidé de créer un groupe de travail sur l'innovation qui va s'atteler à proposer au niveau politique et de cibler les meilleures actions à entreprendre dans l'avenir. Merci Nina, merci beaucoup, merci d'avoir tenu le timing parce que nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci à tous, merci pour vos témoignages. Merci aussi à la Commission européenne de poursuivre ce type de programme et aux incubateurs de travailler ensemble et de définir ensemble comment ils décident d'être plus résilients face à la Covid. Et ça passe par le partenariat, ça passe par la collaboration, ça passe aussi tout simplement par l'expérimentation et le programme ACE Partners qui est tout à fait inédit en son genre, de faire travailler ensemble start-up, chercheurs et parfois des chercheurs qui n'ont jamais vu une start-up et des start-up qui ne traînent pas beaucoup dans les laboratoires. Bah, ça aussi, c'est une prise de risque qu'il faut souligner. Merci beaucoup. Merci mon cher Anil. Merci à Catherine Delevoye qui était avec nous en direct de Luxembourg. Merci à Souleymane Kokobo qui est avec nous depuis Ouagadougou. Merci Tariq Hilali qui est avec nous depuis Casablanca. Merci à Laurence Olivier qui est la directrice de Marseille Innovation et qui est très engagée ici sur le territoire pour les startups. Et bien entendu, merci à vous Nina Como Yanoussis pour avoir apporté cet éclairage depuis Bruxelles et depuis la Commission européenne. Merci à tous, c'est la fin de cette plénière et nous allons passer maintenant
Un autre sujet de résilience, en partenariat avec le Social Inclusive Business Camp, ce sont les startups au cœur de la société et comment elles aussi, elles ont traversé cette crise. Après le point de vue des investisseurs hier, le point de vue des incubateurs à l'instant, et bien maintenant, nous allons voir comment les startups ont franchi ce cap de la Covid. Merci et à tout de suite. Être l'agence publique française de coopération technique internationale, c'est agir en faveur du développement ici et là-bas. C'est mettre en œuvre des projets efficaces pour renforcer durablement les politiques publiques en inscrivant notre action au sein du groupe Agence française de développement. C'est également avoir une vision long terme et inscrire le développement durable au cœur de ses missions. Face aux enjeux actuels, Expertise France se renouvelle perpétuellement pour œuvrer avec ses partenaires à la construction d'un monde durable et solidaire. Être un acteur à l'écoute, c'est mobiliser l'expertise publique et privée, en lien avec les priorités françaises et européennes en matière d'accompagnement au développement. C'est aussi avoir la capacité d'assembler les savoir-faire et les expertises en misant sur un dialogue durable entre partenaires et en co-construisant les solutions innovantes et adaptées aux besoins de chaque pays. Être agile, c'est pouvoir intervenir rapidement malgré les instabilités. C'est aussi s'adapter, se renouveler et construire une approche globale pour une compréhension de l'ensemble des sujets et une action sur mesure. C'est ça, le renouveau de la coopération technique internationale. Faire dialoguer les expertises communes et propres à chaque pays pour apprendre les uns des autres et faire de l'enrichissement mutuel la clé de solutions concrètes. Capitaliser sur le dialogue et l'échange, c'est s'assurer un avenir durable pour un monde en commun plus sûr. Expertise France, des savoir-faire en commun.